Bonsoir à tous les amis, ils sont là, les plus beaux, les plus téméraires, ceux qui adorent la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. On a été gâtés parce que franchement, la soirée de ce soir, bah écoutez, il y a eu du scénario, je pense que pas mal de Marseillais ont dû stresser, les Monégasques ont dû s'arracher les cheveux en attendant le premier but de leur équipe contre Galatasaray. Et puis t'as eu également voilà, Liverpool qui sans Mo Salah, finalement, peut-être qu'on a assisté contre Leeds à un des derniers matchs de Mo Salah. Le Barça qui s'en est remis à Lilian Jules Koundé Thuram pour faire un doublé et sortir du pétrin. Atlético qui s'impose du côté du PSV. Et l'Atalanta qui tape Chelsea, un des beaux coups de la soirée. Donc ouais, c'est vrai qu'il y en a des choses à dire. Le Bayern qui a été mené mais qui finalement reste une formidable machine. Donc peut-être pas, même si l'Inter-Liverpool sur le papier c'était vraiment un beau match, mais bon, je trouve que ça a pas non plus été un grand match. Mais on a une soirée assez vivante et 2 victoires de nos clubs français, donc Cocorico pour l'indice UEFA, et surtout je pense que Monaco et Marseille sont plus très loin d'être au moins barragistes. Et c'est ce qu'on voulait pour ces deux équipes, hein. C'est vrai que dans nos prévisions, prédictions du début de saison, on était là, ce serait bien si ces deux équipes pouvaient être à cette place. Forcément, on savait que niveau concurrence, t'allais avoir du monde, donc peut-être laisser le PSG top 8, mais voilà, on se dit que c'est une LDC, on s'en rendu compte l'an dernier avec Brest, avec Lille, avec Monaco même, que c'était assez ouvert comme compétition, et que même si tu peux avoir un tirage un peu relou, comme ça a été le cas notamment pour les Monégasques, bah tu te dis que t'as quand même un beau coup à jouer. Donc je suis plutôt content de ce que j'ai vu, même si il y a beaucoup... Enfin, je suis content d'un point de vue résultat, même si comme d'hab, sur le contenu, sur l'aspect maîtrise du match, je pense à Marseille, tu as des choses où tu te dis, ouais, tu peux te faire rejoindre, tu peux être même mené 4-3, il n'y a pas de scandale, le match, il peut t'échapper, il a failli t'échapper totalement, 2 buts hors jeu, dont ce fameux hors-jeu d'un millimètre, d'un bout de talon, on se demande encore quel est le pixel où il faut bien zoomer pour le voir, mais voilà, l'OM s'en est remis à ça, et tant mieux. Après certains vont dire ah c'est abusé, la VAR s'est trompée. Bon, la technologie, on sait ce qu'elle est, surtout pour un hors-jeu comme ça, a vraiment un infime truc où il faut deviner. Mais bon, peut-être qu'il se trompait d'une frame, mais quand on sait ce qui s'est passé à Madrid et contre l'Atalanta, l'OM a pas été bien heureux dans cette Ligue des Champions d'un point de vue de l'arbitrage. Donc voilà, si sur ce match ça peut se retourner dans leur sens, pour moi il y a pas scandale. Et puis bon, bah si la technologie le dit qu'il y a hors-jeu, on va leur faire confiance, non? C'est ce qu'on a voulu avec la VAR, hein. C'était, même si c'était un nanomètre, un micromètre, fallait accepter cette nuance toute fine. Merci beaucoup à FZ Shot et Dash pour le Prime, l'abonnement. Merci beaucoup, vous êtes des rois. Et désolé à C'est moi le Batman qui demande c'est quoi ce hoodie. Oui, j'ai attrapé ce que j'avais dans le placard, ce qui était à portée de main. Donc malheureusement, pour les supporters d'Arsenal, c'est un petit haut de Tottenham. Mais bon, on sait qu'il y a une rivalité, hein. On sait que c'est assez féroce entre les deux. Mais voilà, il fallait que j'ai mon petit pull pour ce soir. En tout cas, on va revenir comme toujours sur les différents matchs. On va se projeter aussi sur le classement, hein, parce que les amis, hein, il y en a des choses qui se passent en haut, au milieu, en bas. Bah forcément, quand tu es en bas dans cette phase de groupe, très vite, tu te rends compte que ça va être compliqué. Par exemple, j'ai vu un Villarreal qui était dernier, enfin qui était parmi les derniers avec un seul point. C'est chaud parce que Villarreal en Liga ils sont vraiment pas mal. Ils ont bien carburé, ils sont sur le même rythme que Real, Barça, Atlético. Donc ouais, Villarreal qui passe totalement à côté de sa phase de groupe, c'est assez épatant. Faut le dire, j'en profite pour saluer évidemment comme toujours les habituels, Valou PSG, Mister Valou, Merengue Madrid, Flip, il y en a aussi comme Lecoq, Hugues ou Freefly qui sont présents, évidemment la modératrice au chat qui vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, l'abonnement qui fait plaisir. On est aussi présent en audio, podcast, et je vois d'ailleurs un message d'Ademo qui dit salut Scipion, vie de l'ombre ici, je suis au travail, je regarderai la diffusion demain, donc bah dédicace à toi et merci à tous ceux qui consomment pas mal en replay. Je sais que j'essaie d'être assez réactif et de les mettre 20-25 minutes après la fin du live, le temps de toute façon de upload et faire la miniature avec mes grands talents de graphiste, hein. Je pense que vous pouvez le remarquer, j'ai vraiment ma patte sur les miniatures. Bon, c'est assez minimaliste, hein. Faudrait que je fasse une formation pour ça, mais voilà, l'objectif c'est que vous ayez tous les contenus assez vite et sur pas mal
pas mal de plateformes. Ouais, c'est vrai, comme tu le dis, Philippe, on a parlé du cas de Villarreal. À l'inverse, l'Atalanta se loupe en Serie A et déroule en LDC. C'est vrai que l'Atalanta est hors du top 10, je crois, de mémoire. Et pour le coup, ils sont dans le top 8, dans le top 5 LDC. C'est assez fou ce qu'on voit, mais c'est aussi le lot d'équipes européennes qui parfois elles y croient un peu plus dans telle ou telle compétition. Des fois, elles sont pas prêtes, donc elles se ramassent en LDC. D'autres fois, elles se rendent compte que tu as des scénarios qui peuvent en profiter à l'image de ce qui se passe pour Villarreal, qui en Liga carbure et qui a du mal vraiment à confirmer. C'est même plus du mal, hein, c'est qu'il se passe à côté. Et Atalanta, ça leur fait une petite bouffée d'oxygène par rapport au quotidien en Serie A qui est difficile. Un peu comme la Fio en Conférence League. Alors, la Fio, on rappelle, est dernière de Serie A, aucune victoire, alors qu'on est mi-décembre. C'est vraiment terrifiant. Mais en Conférence League, j'ai regardé, ils sont à 2 victoires de défaite. Donc on sait qu'ils ont fait finale, ils ont fait 2 finales même, ils ont fait non, ils ont fait une finale et 2 demi-finales, je crois. Non, ils ont fait 2 finales. Ils ont fait West Ham et Olympiakos. Et ils ont fait une demi l'an dernier contre le Betis. Donc à voir si ça va être quelque chose qui va permettre de se changer les idées. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont bazarder la compétition. Et l'objectif, ça va être le maintien dans le calcio, quoi. Donc on va voir. T'as un prono à vivre contre City. Je connais trop mon Real. On va win, tu verras. En fait, c'est pour ça que le Real, je me méfie toujours d'eux. Même si c'est le bazar, même si c'est le bordel. Et ça rappelle un peu, le scénario de l'an passé contre Arsenal, quand tu perds 3-0 à l'Emirates, on s'est dit, bon, attention, 90 minutes au Bernabeu, c'est très très long. Bon, là, pour le coup, ça avait été très long parce qu'on s'était ennuyé et que l'équipe n'avait pas emballé le match. Mais le Real a ce truc un peu surnaturel où ça peut venir de n'importe où, n'importe quand, être très mauvais. Et voilà, ils peuvent réussir à renverser la situation. Donc je me méfie du Real. D'un certain principe, je partirais quand même sur une victoire de City ou peut-être plus un nul, je sais pas. Mais voilà, on sait que demain il n'y aura pas Mbappé. Est-ce que les joueurs qui vont être mis devant le fait accompli, comme Bellingham, tu vois, qui est un peu passé à côté de son match là contre le Celta, est-ce que c'est lui qui va sonner la révolte? Je vois, tu vois, comme ça City gagner, mais je me dis que le Real, s'il gagne, je serais pas choqué, quoi. C'est juste que après, bon, y a une équipe qui a une dynamique, l'autre où c'est un peu plus difficile. T'as un coach qui joue son dernier match avec Xabi Alonso qui est en grand danger. Est-ce que ça peut jouer? Peut-être, hein. On va voir si ça se passe. Ouais, si on perd 2 fois d'affilée au Bernabeu, de toute façon, hein, malheureusement, t'en prends peut-être la direction. Ça, c'est clair, et net. Ouais, on va aller petit à petit voir le programme de la journée avec tout ce qui s'est passé. Alors, je vais dès à présent, tuer un mythe. Les amis, je n'étais pas devant le fabuleux Kairat Almaty Olympiakos. J'avais du boulot et je suis parti courir. Donc, j'avais pas. Enfin, j'aurais pu me poser devant, mais le match était à 16h30. En gros, aujourd'hui, tu pouvais te faire un vrai bon marathon foot. Olympiakos Kairat à 16h30. Le Bayern Sporting à 18h45. Celui-ci, je l'ai vu. Et après, t'avais tout le multiplex. Mais franchement, là, j'avoue, les gars. Bon, je suis un grand passionné, j'ai envie de raconter pas mal de choses. Même pas les oreilles, non, j'ai juste checké le résumé, tu vois, avec un but de Jason Martins, l'ancien de Monaco. Mais non, là j'avoue que il y a un moment donné où même moi, je me dis, c'est bien d'aller, tu vois, se changer les idées, parce que tu sais, quand tu passes une journée à faire du montage, des interviews, quand t'es sur l'ordi et tout, là je savais en plus que t'avais une grosse soirée LDC. Là j'avoue je sors. Mais de temps en temps j'écoute des matchs, je fais des trucs en courant. Mais là celui-ci tu vois j'avais vraiment envie de me changer les idées pour arriver sur cette soirée LDC et commencer avec le Bayern Sporting. Donc désolé à mes amis Kairat. En fait le Kairat ils m'ont un peu déçu dans ce qu'ils ont proposé. Donc j'avoue que je passe... ouais j'ai passé mon tour. Mais pour l'instant il reste devant l'incroyable Ajax. On rappelle que l'Ajax est la seule équipe à 0 points. Et l'Ajax joue demain à Karabag. Karabag qui clairement, eux ils sont en pôle pour décrocher une place en barrage. L'Ajax c'est la roue libre totale. Donc là ça va être un match peut-être pour sauver l'honneur. Mais attention à l'Ajax. Là c'est délicat. Mais oui je regarde plein de matchs. C'est sûr qu'on en regarde, qu'on en consomme du foot. Du coup on voit ce beau classement. Et forcément Marseille 16e avec 9 points. Monaco 18e. Même nombre de points. Ça joue à différence de buts. T'as Newcastle qui peut creuser un petit écart. Sinon, t'as Leverkusen, Karabag
et Naples qui peuvent te passer devant demain, mais tu seras toujours à l'issue, ou même de la Juve, hein, selon la différence de but. La Juve qui affronte Pafos d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est bien, c'est que avant les 2 dernières journées, ce sont des équipes qui auront leur destin entre leurs pieds. Par exemple, l'OM qui fait et Liverpool et Bruges à l'extérieur. Tu peux imaginer que voilà, s'ils vont chercher peut-être un point contre Liverpool à la maison ou une victoire contre Bruges, ça pourrait le faire. Après, on sait que Bruges est une équipe qui a embêté pas mal de monde. Monaco, il leur reste le Real au Bernabeu et la Juve à domicile. Donc c'est après les 2 points gaspillés contre Pafos, c'est vrai que ce match contre Galatasaray, il fallait vraiment l'emporter pour avoir une petite sécurité. Alors sont les prédictions d'Opta, avec 9 points, t'es plutôt en bonne posture pour te qualifier pour les barrages, mais avec 10 points, t'es quasiment sûr. Donc c'est vrai que là, ils ont fait une très très belle partie du chemin. Et voilà, est-ce qu'il y a des équipes, tu vois, qui pourraient les gratter d'ici là? Olympiakos qui devrait prendre, tu vois, 2 victoires. On va voir les scénarios de Bruges, Bilbao qui affronte le PSG, il y a Copenhague, il y a peut-être Benfica, mais il reviendrait de très très loin. Donc d'un point de vue mathématique, ça sent bon. Merci beaucoup Ozil, j'espère que tu vas bien le boss, merci beaucoup pour ton abonnement, c'est super sympa de ta part. Oh, Juve pas faux, j'y serai, incroyable, tu vas voir IRL David Luiz, c'est très très beau, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc bah voilà, c'est vrai que on espérait voir au moins ces 2 clubs français dans les barrages et ça sent bon. Et là ouais, c'est vrai que comme vous le dites, Atalanta, alors Paris peut passer devant, potentiellement le Real ou City, hein, avec la différence de but. Newcastle, non. Mais c'est vrai que Atalanta, top 3, bah écoute, pourquoi pas, hein, je pense que pas grand monde l'aurait prédit en début de saison, surtout avec l'incroyable Ivan Juric. En plus, ils ont pris une tôle contre le PSG, mais voilà, t'as eu cette victoire hyper chanceuse contre Paris, enfin contre l'OM. Alors, chanceuse, voilà, peut-être que c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage sur cette action qui est un petit peu partie dans tous les sens. T'as les bas de Francfort, là ce soir tu t'offres le succès de prestige, tu bats Chelsea, donc ouais, c'est vrai que c'est bien pour eux. Après, c'est une équipe où il y a toujours pour moi des joueurs. Oui, je sais que Juric a été viré, mais je disais vraiment en début de saison, alors tu prends l'Atalanta post-Gasperini avec Juric, moi j'y croyais pas du tout pour eux. Enfin, je me disais, tu sais quoi, vas-y, ils vont faire un top 24, mais jamais le top 3, quoi. Du coup, ils sont allés chercher Palladino, je crois, de mémoire. L'Atalanta comme coach. Palladino. Ouais, c'est ça. Palladino qui a fait la Fio, qui a fait Monza aussi, ouais. Monza, la Fio et l'Atalanta. Donc, bah, pour lui, écoute, petit kiff en LDC, ça se passe bien. Et demain, évidemment, on peut avoir des conséquences. Alors, le Bern revient à la hauteur d'Arsenal. Arsenal, ça joue à Bruges demain. Bah, tu vois, c'est pas mal parce que Bruges à la maison, ils sont assez relous à jouer. Ils ont tenu en échec le Barça, ils en ont mis 4 à Monaco. Donc, franchement, pour Arsenal, je trouve que c'est un beau test. Enfin, il y aura pas mal de rotation, j'imagine, parce que là, avec ce qui s'est passé en PL contre Aston Villa, tu vas vouloir mettre un peu les titulaires, les tontons au repos et les concentrer pour la première ligue. Mais ouais, ça va être intéressant. Et ouais, tu vois, Paris, par exemple, peut quasiment demain, ouais, ils auront, s'ils gagnent contre Bilbao, c'est, comme on dit, un pied et 4 orteils dans le top 8, quoi. Ce qui était leur objectif, et en sachant évidemment qu'ils ont eu tous leurs blessés. Donc c'est beau, c'est propre. Pour une fois que j'arrive à être sur un live, c'est les partiels, ton stream en fond de mes révisions. Bah écoute, Poney Magique, bonne révision à toi. J'espère que ça va bien se passer. Évidemment, ici, ça nous ramène loin, loin, loin en arrière, hein, les partiels, tout ça. Mais moi aussi, j'en ai passé. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément de stream en fond. Je pense que c'était juste musique. Je pense que ça devait être... si je parle de partiel, pur partiel, c'est Fac d'Histoire. Donc ça doit être l'album de Kenny et de Jay-Z, quoi. Ça doit être ça. L'album qui tournait beaucoup à l'époque lors des partiels. Akon aussi. Akon, Eminem. Ça, ce sont des personnes qui m'ont bien accompagné, des artistes qui m'ont bien accompagné durant ces émissions. Et comme tu le dis, c'est vrai que... Enfin, pas ces émissions, c'est partiel. Et comme tu le dis, Tekos, 8 buts marqués seulement par l'Atalanta. Et c'est vrai que chaque but a eu son importance déterminante pour arriver dans ce top 3 provisoire. Les boss, on va commencer tranquillement avec l'Olympique de Merveille qui est passé par toutes les émotions. C'est le genre de match où je pense que quand l'arbitre a sifflé,
supporter, tu devais être un peu comme les joueurs sur le terrain, tu devais avoir les mains sur les genoux, la tête baissée, tu dois retrouver un second souffle parce que l'OM a vécu tellement de vie dans ces 90 minutes. Je sais pas par où commencer, peut-être refaire le fil du match, mais un des mal profonds de l'OM cette saison de Zerbi, c'est quand même de toujours avoir cette entame hyper délicate, de se mettre dans le dur. Contre Toulouse, tu prends un but à la 14e minute, contre Lille, t'en prends une à la 9e, contre Newcastle, t'en prends un à la 4e. 5e. Là, du coup, c'est l'USG qui a ouvert le score par Anan Riley à la 5e minute. Donc, et en plus, c'est même au-delà de ce but, c'est vraiment du mal à rentrer dedans. Et ce qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire, bon, c'est avec des champions. Tu vois, ils sont un peu pris par l'enjeu. Ils ont du mal. Mais là, pour le coup, c'est et LDC et Ligue 1. C'est vraiment un truc sur les deux tableaux que tu as du mal à provoquer chez tes joueurs. Le fait de se dire, bon, bah les gars, d'entrée, on y va. On va aller au mastic. C'est important, tu vois, de pouvoir se mettre à la hauteur de l'événement. Et heureusement qu'ils ont forcément, oui, des joueurs de talent pour se remettre à l'endroit. Paixão version LDC, c'est quand même savoureux. Comme quoi, hein. Quand c'est pas Hervé Kofi et Charlie Cresswell en face, il y a pas plus de mal pour le garçon. Mais c'est très bien pour lui parce que ça a l'air d'être sa compétition, il s'y habitue un peu plus. Après, c'est vrai qu'avec le Feyenoord, il l'a bien connu, donc ça l'aide dans ce sens. Aubameyang, qui est, je crois, à 4 passes D cette saison, qui est parmi les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. Le gars a vraiment, à cet âge-là, encore une fois, une contribution assez propre, même si je suis d'accord avec notamment Hughes qui dit souvent que que Gouiri manque dans le jeu de l'OM depuis sa blessure. Et c'est celui qu'on a envie de revoir un petit peu parce que même s'il n'a pas beaucoup marqué, le Greenwood, quand il arrivait, enfin le Gouiri, je sais pas pourquoi je les confonds, le Gouiri sur ses 5 premiers mois, il a été royal. Et là, je pense qu'il peut vraiment faire du bien à cette équipe dans la tenue du ballon et le voir avec ce Paixão là. Et surtout, oui, ce Greenwood, bah oui, Greenwood, c'est un doublé. C'est une première mi-temps où t'es un petit peu en train de se dire, il y a l'aspect défensif, il y a aussi des petits manques parfois, mais bon, quand il allume la lumière, bah oui, hein, c'est un joueur qui est différent sur la pelouse. On va pas encore une fois faire le résumé de ce garçon-là. Donc ouais, c'est vrai que le deuxième but qu'il met avec le crochet, tout ça, il est facile, quoi. Et pour l'OM, bah, tu sais que tu as besoin aussi de te reposer sur des individualités comme ça. De Zerbi compte beaucoup sur lui et lui fait des concessions sur quelques retours défensifs qui peut manquer ou des actions en solitaire. Mais bon, il y a des actions en solitaire, oui, mais aussi des fois il y a de la passe. Il est quand même connecté aux autres, tu vois. Il est aussi impliqué sur le but de Paixão, c'est lui qui lui remet le ballon entre les 3 défenseurs du l'USG qui réussit à bien sentir le coup. Donc ouais, Greenwood ce soir, il n'y a pas grand chose à dire, hein. T'as l'impression qu'avant son but, il peut sortir à la mi-temps parce qu'il fait pas grand chose, mais tu sais pourquoi tu le laisses sur le terrain. Et cet OM là, finalement, il a vraiment tellement de visages. Oui, comme tu le dis, Mbrock, le gardien de l'Union est potentiellement le pire gardien de l'histoire. C'est vrai que le gardien de l'Union, le dénommé Kjell Scherpern, c'est un petit peu comme Nick Pope, hein, sur la sortie hasardeuse sur le but d'Aubameyang. Je me demande si il n'a pas une carte chez South Winners, s'il n'a pas un oncle qui a un abonnement en tribune gagnée, parce que waouh, il a fait des cadeaux. C'est vrai que ça a été assez généreux, notamment sur le premier. Et le deuxième but, je ne l'ai pas trouvé assez tranchant. Il y a Rouli, par exemple. Tu vois, Rouli, c'est un peu ce symbole de l'OM qui a vraiment une pièce, bah voilà, où tu sais qu'il va te sortir un revers de la médaille, où il va être assez décisif, qui va pouvoir faire l'arrêt qui fait la 93e. Alors déjà, sur Promise David, je me demande comment ce gars-là peut être oublié 1m95 dans la surface à ce moment-là, dans le temps additionnel. C'est quand même assez fou. Mais Rouli, il arrive à faire des choses très très fortes, mais en même temps, il y a des sorties où il est à contre-temps, où il se manque. Bah, tu vois, sur le deuxième but de Khalali, tu vois, c'est compliqué, parce que Rouli, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Et c'est un petit peu comme le but encaissé contre Toulouse. Et je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la touche longue. Il y en a eu une autre pour l'USG qui a failli coûter un but. Et Rouli était pareil, en train d'anticiper. Finalement, il a fait le pas de recul. Et peut-être que s'il y a une meilleure déviation de la part de l'USG, ça aurait pu être assez dangereux. Donc même Rouli, je crois qu'il a du mal à appréhender ces fameuses touches longues. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit pas mal d'équipes
adverse de l'OM insister avec cet exercice, parce que j'ai l'impression que le gardien argentin de l'OM arrive pas à se situer par rapport à ça. On peut comprendre, hein, de toute façon, quand on voit des touches comme ça, c'est compliqué. Sur les 2 buts hors jeu aussi, il fait n'importe quoi. Alors c'est vrai que toute la défense, le but hors jeu de Promes David, je le trouve sévère parce qu'il part, il perd un face-à-face, la sortie ok, mais il peut peut-être pas faire mieux. Après, sur le but de McAllister, il se fait avoir. T'as Balardi qui la met aussi un petit peu dans ses propres filets. Il n'était pas évident, je trouve, par rapport à celui-ci. Mais comme je te dis, c'est vraiment un joueur qui est capable de choses exceptionnelles. Et puis, des fois, d'avoir une perte de connexion qui peut être son équipe dans le dur. Sinon, j'ai bien aimé Vermeuren ce soir encore une fois. En fin de match, il a tenu 2-3 ballons. Après, il y a pas mal de joueurs de l'OM qui ont souffert et quand l'USG a mis de la folie, ça a été dur. Hein. Matt O'Reilly, c'était pas une titularisation convaincante. O'Reilly, c'est fou parce que septembre, je vais pas dire que c'est le meilleur milieu de la planète, mais il était encensé. Et depuis 2 mois, enfin la chute de niveau de ce garçon, quand on sait qu'il est prêté par Brighton, alors je crois pas qu'il y ait d'option d'achat direct, mais en gros, c'est un truc qui peut se négocier. Mais je pense que O'Reilly, ça va peut-être être autour de 20 millions. Moi, j'y vais jamais. Hein. Enfin, là, il n'y a pas l'aspect convaincant. À 20 millions, je pense que tu peux trouver mieux. Que ce soit en Ligue 1 ou même en Europe. Et ouais, très clairement, la défense a été assez fragile ce soir, j'ai trouvé aussi. Parce qu'on a parlé de Rouli, mais il y en a deux, trois autres, comme Murillo, comme même Aguerd, hein, qui ont fait quelques frayeurs. Et c'est un OM qui est imparfait. Bah voilà, il faut le prendre tel quel. C'est un OM qui aura ses coups d'éclat et qui va te faire stresser. Mais comme je te dis, c'est de ce match, je peux quand même noter quelques dynamiques. C'est que les débuts de match, tu n'y es pas. Tu arrives par tes joueurs et certaines vraiment belles combinaisons à être supérieur. Et individuellement, sur la ligne d'attaque, il n'y a rien à dire ce soir. Mais par contre, dès que tu prends un but, dès que tu recules, vraiment, tu te fais peur toi-même. Et c'est une phrase bateau, hein, mais j'ai l'impression que le principal adversaire de l'OM cette saison, c'est encore une fois lui-même. Parce que c'est lui qui a du mal à être vraiment le maître de ce tempo, à dire, bon, bah, c'est nous qui allons décider quand ça se passe. Très bien gérer ses temps forts. Ça, ils savent le faire parce que tu vois, ils marquent 3 buts, les transitions, un petit peu d'attaque placée. Et ça, c'est bien pour De Zerbi parce qu'on se dit que souvent, l'OM de De Zerbi, c'est une équipe beaucoup plus forte en contre. Une équipe qui peut vraiment exploser à la perte de balle de l'adversaire. Et je pense que c'est le cas, mais on sait que tu as quand même des joueurs pas trop dégueux techniquement pour faire des différences. Et ouais, ils ont su le faire sur le but de Pachao, même si bon, voilà, t'as vraiment peut-être un petit peu de réussite. Je sais pas si t'as un ou deux contre, mais que le ballon revienne dans les pieds de Pachao, enfin pas de Pachao, mais que t'aies la frappe et que Pachao suive bien. Mais ouais, c'est un match qui me laisse, je vais pas dire sceptique, mais est-ce que l'OM va pouvoir capitaliser là-dessus? Je pense que l'essentiel, c'est quand même la victoire, quoi qu'il arrive, se mettre un petit peu à l'abri avant Liverpool et Bruges. Et désormais, est-ce que l'OM peut s'améliorer dans le jeu? Oui, ils ont une immense marge de progression. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Comme d'habitude, tu as souvent des compos qui changent d'un match à l'autre. Tu n'as pas eu tout ton effectif sur la saison. Tu vois, il y a des joueurs qu'on n'a toujours pas vus ou très peu vus, comme Medina, Ahmed Junior Traoré, ou même Gouiri, qu'on aimerait bientôt. Je te dis que Gouiri, Pachao, Greenwood et Aubameyang qui fait l'alternance, je pense que ça peut être assez sympa. Sans parler des jeunes, tu vois, qui vont continuer à grandir, les Bakola, Nadir, Vaz ou Mahdi. Mais c'est vrai que se faire aussi peur et aussi mal démarrer contre l'USG, bon bah tu limites la casse, mais sans manquer de respect, parce qu'on va parler de l'USG, j'ai bien aimé leur match ce soir, mais contre un plus gros adversaire, même une équipe malade comme Liverpool qui va venir le 20 janvier. Peut-être que ça va être difficile. Après, bah voilà, l'OM peut s'améliorer. Tu auras sans doute des retours qui vont faire du bien. Là, dimanche, tu as Monaco. Tu dois relever la tête après le nul contre Toulouse et la défaite contre Lille. Donc peut-être qu'on a assisté à un mini tournant dans la saison de l'OM. C'est-à-dire que t'es dans ta période où tu dois aller chercher en ton fort intérieur, vraiment puiser et surtout compter sur tes joueurs plus, mais collectivement c'est toujours aussi parfois brouillon. Et comme je te dis, sur tes temps forts tu arrives à faire la différence, mais là où les grandes équipes sont souvent au-dessus du lot, c'est sur les temps faibles. Les temps faibles, quand tu as un petit coup de mou, 10-15 minutes, tu dois être en mesure de bien résister, de savoir tenir le ballon,
d'être malin sur tes sorties de balles, de compter sur ça. Et l'OM n'est pas en mesure de le faire. Est-ce que c'est la faute de De Zerbi, des joueurs, du collectif, de cette dynamique, de l'enchaînement tous les 3 jours? On peut trouver plein de facteurs. Mais je pense que cet OM-là peut nous offrir bien plus. Après, voilà, c'est comme d'habitude. Ils sont top 3 de Ligue 1, même si Lille est à égalité après 15 journées. Ils sont 16e de LDC avec 9 points. D'un point de vue résultat, c'est bien. C'est un 14-15 sur 20, mais on voit que cette équipe est capable d'aller chercher le 16-17. Après, 16-17, si on veut parler de saison, d'ambition, de résultats, c'est aller en 8ème de finale de LDC, je pense. Peut-être essayer de sortir des barrages. Et en Ligue 1, c'est assurer le top 3 avec une marge. Je pense que c'est ce qu'il faut pour cette équipe. Mais oui, vous faites bien d'insister sur l'USG. On sait que cette équipe, elle n'est pas là par hasard. Elle est leader, je crois, de son championnat. Ouais, c'est ça. 11 victoires en 17 matchs, 37 points, 4 points d'avance sur Saint-Tron, 5 sur Bruges et 6 sur Anderlecht. Et surtout, énormément de joueurs intéressants, je suis d'accord avec vous. Le double pivot Adem Zorgan, Camiel Van de Beer, mais venez dans avec des talents. Moi, du Camiel Van de Beer, je suis le LOSC que je perds Boadi, je mets un petit billet là-dessus. Et Adem Zorgan, c'est vraiment soyeux. Il y a une action, il fait une sortie avec un contrôle, une sorte de sombrero, enfin pas de sombrero, mais il la remet un petit peu de manière aérienne à son piston droit. Je trouvais ça vraiment beau. Le petit Houssin Nyang qui a peut-être un peu d'agressivité, qui aurait pu prendre un second jaune, mais dans les intentions en tant que piston c'est fort. Raali qui met un doublé qui est bien placé, tu vois, l'apport des latéraux qui sont même plus que des latéraux. On sent que le système de l'USG est bien rodé parce que Pocognoli jouait comme ça, et son successeur David Hubert a conservé vraiment, j'ai l'impression, cette ossature et cette envie de faire jouer l'Union comme ça. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, le double pivot, les deux là, c'est beau, franchement, j'aime bien ce qui se passe dans cet entrejeu, et deux joueurs hyper intéressants. Voilà, on a parlé forcément de O'Reilly, les 20 millions en fin de saison. Tu vois, je pense qu'avec peut-être la moitié, t'as un Adem Zorgan, et ça pourrait être pas mal du tout comme bonne pioche. Après, Zorgan, ça fait partie des joueurs qu'on entend souvent, tu sais, en mode ça ressort dans les mercatos, Ligue 1. Je crois que Zorgan, il a déjà été annoncé dans 3-4 clubs, mais c'est peut-être le genre de match où c'est un peu une carte de visite, parce qu'affronter directement un club français et faire ce genre de prestations, ça peut très clairement convaincre du monde. Ouais, Camille Van de Perre, je sais pas combien de ballons à récupérer, mais dans l'activité, c'est fort, parce qu'en face, même si le milieu de l'OM a été un peu décousu, O'Reilly, Højbjerg, Vermeuren, tu vois, t'as quand même un capital expérience, t'as du vécu, de la Ligue des Champions, la Première Ligue, de la Bundes, de la Liga, t'as vraiment un beau mélange normalement en face, et les deux ont vraiment répondu présent, quoi. Et oui, vous faites bien de le dire, il y a des entrées aussi qui sont phénoménales. Promise David, on sait qu'il a marqué une vingtaine de buts l'an passé. Je me suis demandé pourquoi il n'était pas titulaire, mais sur l'entrée, waouh. Enfin, vraiment, c'est le genre d'attaquant moderne qui a tout, vraiment, qui est hyper intéressant dans ses déplacements. Et le fait, tu vois, que même il soit tout seul à 93e, c'est la faute de la défense de l'OM, mais c'est aussi lui qui se place bien, qui est très intelligent. Højbjerg, vraiment match. Non, franchement, je trouve qu'il a eu, comme certains, des moments difficiles quand il y a eu des temps faibles, mais quand il a fallu augmenter un peu le curseur, il a pu répondre présent, ça c'est clair et net. Donne la mallette, très très beau pseudo, tu débriefes uniquement dans le club de Ligue 1. Non, qu'on fait, c'est un tour d'horizon de tous les résultats. Alors je ne suis qu'un être humain qui a 90 buts devant lui. Ce que je fais, c'est que je mets l'OM, je regarde de temps en temps Monaco, et surtout j'avais multiplié avec enfants, donc vous attendez pas un débrief très profond comme celui qu'on est en train de faire sur le match des Olympiens, mais c'est histoire de dire un petit mot sur ce que j'ai vu, les buts, les dynamiques, et parler un petit peu de foot européen dans ce sens. Ah oui, Promesse David, il est rentré avec un bandage au genou, c'est vrai, beau détail, mais sinon ouais, ce garçon il est épatant. Alors on sait que l'USG, ils en ont vendu des attaquants, des Denis Sundav, des Franjo Ivanovic, des Victor Boniface, des Mohamed Amoura. Et moi, je suis admiratif de ce savoir-faire des clubs belges, et en particulier de l'USG, de savoir vraiment valoriser ses attaquants et les mettre comme ça sur un tremplin, quoi. Parce que ça va être la suite logique. Raoul Florutz aussi, j'ai vu qu'il avait des bonnes stats, même s'il a été un peu blessé. Kevin Rodriguez, qui est un attaquant équatorien. Donc on a souvent parlé, vous savez, du déficit d'attaquants de côté Équateur, au-delà d'Ener Valencia. Donc peut-être que lui, il a une carte à jouer en vue de la Coupe du Monde. Mais au-delà de Promise David,
Moi, il y a une rentrée qui me fait plaisir parce que c'est un joueur un peu à part. C'est Sofiane Bouffal. Ah, Sofiane Bouffal. Ah, ça reste, je vais pas dire une Madeleine de Proust, mais entre Angers, Lille, le Maroc, la Coupe du Monde 2022, Southampton. Ah, Bouffal, on a un attachement avec lui. Hein. Et le voir faire ces minutes-là, ouais, c'est peut-être un message envoyé à Regragui en mode coucou, je suis là. Si jamais t'as besoin d'un ailier qui a la dalle. De toute façon, on sait que Sofiane Bouffal, sa seule limite, ça a été les blessures. Si c'est un mec qui avait pu enchaîner à 100%, alors je vais pas vous faire un discours Ben Arfa, s'il avait travaillé, il serait au niveau de Messi. Non, évidemment, Messi c'est Messi et Ben Arfa c'est Ben Arfa. Messi est largement au-dessus de Ben Arfa, c'est pas question. Mais Bouffal, peut-être que tu vois, il aurait pu un peu plus de stabilité, de club un peu plus intéressant, parce qu'au global de la carrière par rapport au talent, tu peux rester sur ta fin. Mais ce qu'il a fait ce soir, wow, franchement, c'est génial quoi. Enfin, vraiment, dans les prises de balles, dans les initiatives, tu sens le mec qui a un vécu et qui a un statut de demi-finaliste de Coupe du Monde. Et je suis content. Je suis content parce que, quand je vous le dis, c'est un joueur qui m'a fait vibrer en Ligue 1 du côté de Pierre Mauroy. Et j'ai apprécié sa Coupe du Monde avec le Maroc. Donc peut-être que ce sera une surprise de la liste de Regragui. Ça pourrait être un joli coup. Ça, on est d'accord là-dessus. Pour terminer, c'est vrai qu'on va peut-être faire le petit point calendrier de l'OM. J'ai commencé à vous le dire. L'OM qui reçoit Monaco du coup dimanche en Ligue 1. T'as le Bourg-Péronat OM en Coupe de France. Ensuite, t'as Nantes, t'as le Trophée des Champions, t'as Angers à Raymond Kopa. Au milieu de tout ça, je pense que t'auras un autre match de Coupe de France s'il se qualifie contre Bourg-Péronas. En plus, t'auras le fameux OM Liverpool 21h le 21 janvier. Marseille-Lens. Oh, l'enchaînement là. L'enchaînement, il commence à être un peu taquin. Parce que t'as Liverpool, t'as Lens et t'as Bruges. Là, t'auras une semaine assez cruciale. Parce qu'on sait que mieux vaut être parmi les barragistes plutôt top 16 que top 24. Ça, c'est clair et net pour les Marseillais. Mais d'ici là, tu récupéreras pas mal de bons petits joueurs, je pense. T'auras plus la canne pour certains. Donc peut-être que tu auras un effectif avec un peu plus de relief, quelques choix supplémentaires. Mais ce qui est essentiel, c'est que dans cette période un peu difficile là, Toulouse, Lille, tu as su aller chercher les 3 points. Après, il y aura encore des choses à analyser. Hein. De toute façon, c'est toujours le cas avec cette équipe. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça va taper un gros en 8ème, allez hop dehors. C'est toujours difficile à prévoir parce que si par exemple l'OM, là oui, à cet instant précis, c'est Newcastle ou Barcelone. Là, tu serais vraiment pas bien loti, mais imaginons que si l'OM va chercher une victoire, s'ils sont là, peut-être que ce sera plus Karabakh, Leverkusen, le PSV, Galatasaray. Et là, ça pourrait être jouable. Ou alors, on peut aussi avoir, comme l'an dernier, un OM Monaco, un truc 100% que français. C'est ce qu'on espère pas parce qu'on voudra avoir 2 chances possibles. Peut-être que ce sera qu'une et on aura un club obligatoirement en 8ème. Donc il y a aussi cette possibilité pour que l'OM et Monaco se croisent, quoi. Pour moi, honnêtement, pas vu que je suis belge, mais Bruges dans un grand sort peut taper l'OM, ça va être encore un grand match. Ah non, je suis d'accord avec toi. Je pense que déjà, on sait que l'USG c'était pas simple et t'as vu le match ce soir, tu sors un petit peu en mode putain, on est passé par tous les états. Mais Bruges, une équipe, tu vois, qui a été 8ème de finale de LDC, qui a sorti l'Atalanta, qui avait battu Aston Villa en phase de groupe, qui a fait un très bon match contre le Barça, qui a vraiment des individualités qui peuvent faire mal à l'OM. Je pense à Van Aken, je pense à Forbes, Tsolis, Tresoldi, tu vois, ces joueurs-là. En plus, tu auras les retrouvailles avec Ordonez, donc ouais, compliqué. Ah, c'est 15-16, bien vu les gars, je me suis enflammé, donc c'est pas 14-15, donc c'est plus, ouais, là du coup tu aurais Tottenham, Dortmund, Chelsea City, Sporting Barça, Newcastle Marseille. À cet instant, c'est Gala Monaco, bien vu. Désolé pour le calcul frauduleux. Par exemple, Pafos Juve contre Tottenham, Dortmund, tu vois. Ça pourrait être ça en exemple, quoi. Scipion, comment tu peux ne pas parler de la défense de l'OM? Comment tu peux commencer le match avec un seul central? Ah non, mais j'ai commencé à le dire. On a parlé beaucoup de Rouli, mais la défense, bah ouais, t'as eu des choix assez forts ce soir de De Zerbi qui a décidé de ne pas commencer avec Balerdi
et Pavard. On aurait pu s'attendre à une défense à 3 peut-être. Ça a été le choix de replacer Murillo, qui a déjà joué dans ce registre-là par le passé avec le Panama. D'avoir aussi un Højbjerg, je trouve, assez proche de sa défense. Même Vermeuren qui redescendait assez bas. D'avoir peut-être un peu plus de latitude avec un Timothy Weah dans son couloir. On sait que c'est une des armes de l'OM dans cette campagne de LDC. Ou Emerson aussi qui peut faire les efforts. Mais oui, ça a été un choix et on se rend compte que oui, tu peux pas partir à la guerre. Tu peux pas faire toute la saison avec Aguerd Murillo. Je pense que ce sera un petit peu trop léger, quoi. Après, j'insiste, hein, quand l'OM a été mis en difficulté, c'est toute l'équipe qui, je trouve, a plongé. Et c'est pas seulement, tu vois, 2-3 noms ressortir. Parce que oui, là, on le dit, tu vois, Rouli, qui a quand même sorti un truc phénoménal en fin de match, mais qui a été aussi un petit peu mis en difficulté. Ouais, c'est tout l'OM qui a pu être un peu secoué. Ça, c'est clair et net. C'est ça. C'est comme tu le dis, Anthony, Rolly, il a été capable d'être vraiment fautif. Et puis, c'est ce qu'on lui demande aussi, de faire des arrêts comme ça déterminants. Et même, on n'a pas de l'arrêt, mais même à la 95e, il fait une sortie un petit peu dans les pieds alors qu'il y a un rebond un peu particulier. Il fallait y aller au contact, quoi. Donc voilà pour cette page olympique de Marseille. Autre club français. Ça fait plaisir, Céleste Monaco. Alors là, pour le coup, j'ai pas pu suivre le match en intégralité. Pogba est resté sur le banc. Je pense que le rythme Ligue 1, c'est mieux, c'est plus intéressant pour lui que la LDC. Équipe type, hein, je pense, pour Monaco. Peut-être un Mawissa qui pourrait s'incruster dans ce back four défensif. C'est vrai que quand tu vois Singo, qui était pas là, qui est blessé de mémoire. T'as Singo dans cette équipe. Je pense que le Monaco aurait peut-être mieux voyagé sur certains matchs. Et Balogun qui a fini par marquer alors que ils ont eu des ratés. Balogun il en a mangé 2-3. T'as Zakaria qui rate un penalty. Et un Monégasque m'a envoyé un message. Il me disait: t'as les penalties, je crois que depuis 4-5 ans, on a un taux de réussite qui est inférieur à 60%. C'est horrible. Et c'est le genre de choses qui peuvent faire basculer un match. Et j'ai eu peur pour Monaco de revivre le truc de Tottenham où finalement l'ASM était tout simplement en train de faire le match de l'année pour Vicario qui a terminé avec un 10 sur 10, qui avait fait je crois 8-9 arrêts vraiment déterminants, et j'ai eu peur que ça se reproduise, même si le gardien de Gala a eu moins de boulot dans ce sens. D'ailleurs le gardien de Gala qui est sorti, Chakir, et je sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de petite embrouille entre Gunay Gouvench et Pocognoli. Ils ont commencé à se parler un petit peu, genre à se toiser. Je sais pas si quelqu'un avait un détail sur ce qu'ils se sont échangés. Sans doute des bonnes adresses à Monaco pour l'après-match, hein. Je pense que c'est toujours le cas quand ça commence à parler comme ça, proche des bancs. Ouais, Zakaria, c'est trop frustrant parce que c'est un super joueur. Zakaria, moi j'adore. Il rate ce penalty, mais évidemment, enfin, c'est bien aussi pour Monaco de retrouver à peu près cette ossature. Après, là, tu te rends compte que Monaco, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus petit à petit, mais leur seul souci, c'est que c'est vraiment la régularité, les résultats, quoi. Cette équipe, elle aime se mettre en mode au diapason dans les grands matchs. Tu vois, t'as pas beaucoup de choses linéaires d'un point de vue résultat, quoi. C'est assez difficile à lire comme équipe, hein. Par exemple, tu prends ça. Victoire à Bodo-Glimt, défaite 4-1 à Lens, défaite 4-1 contre Rennes, le nul 2-2 contre Pafos, victoire contre le PSG. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu perds à Brest, là tu gagnes contre Gala. Donc logiquement, à Marseille, vous pouvez attendre à une victoire. Ensuite, tu as la GIA en Coupe de France. Mais le sentiment que cette équipe est incapable d'avoir vraiment une dynamique où ils ont cette capacité à se transcender sur un grand rendez-vous. PSG, match de LDC, mais aussi à Francis Leblay, à la maison contre le Paris FC. C'est vraiment terrible pour eux parce que dans cette saison, on l'a tous dit, il y a un vrai souci de recrutement. T'as misé sur Dyer, Fati, Pogba. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont revenus très très tard. T'as aussi le Stanis Idumbo qui est arrivé, mais on n'a pas vu grand chose. Ta seule recrue vraiment potable, c'est Radecki, qui a quand même
un niveau correct, décent, je pense qu'on peut le dire. Sinon, tu t'appuies vraiment sur ton ossature de l'an passé. Moi, ça me dérange pas, mais je pense que pour la profondeur de banc, et puis pour tester d'autres choses, notamment sur le front de l'attaque, des fois en défense, on a vu qu'il y avait certaines limites. Peut-être que Monaco aurait besoin. Finalement, c'est un joueur comme Jordan Tézé qui a été ressorti du placard. Mawissa qui a commencé vraiment avec un statut titulaire, mais qui s'est blessé. C'est dommage parce que, encore une fois, j'insiste, si Monaco avait pris vraiment, comme ils ont su le faire avec un Camara par exemple, au milieu de terrain, tu vois, ou même Mawissa, hein, un bon élément de Ligue 1 par ligne, tu vois, pour se renforcer, pour densifier leur milieu. Alors, je sais que t'es dans une période compliquée, niveau droit télé, t'as pas les fonds, mais Monaco, tu vois, en fin de mercato, ils ont fait partir tellement de monde. Magassa, Singo, enfin, tu vois, ils ont vraiment envoyé pas mal de monde à droite à gauche pour récupérer des liquidités. Et dans cet ASM là, peut-être que c'est totalement utopique, hein, je sais pas, mais si tu récupérais un Kevin Danois au milieu de terrain, en défense, sur qui t'aurais pu aller? Alors Cresswell, je pense qu'il aurait été un peu cher, mais Cresswell, c'est un profil sympathique également. Ouais, après, ouais, bon, t'as les défenseurs de Rennes, ils sont pas accessibles. Qui sait qui aurait pu être sympa à les Après, il y a un coup à faire, mais est-ce qu'ils auraient pas pu faire le Chancel Mbemba de l'OM qui à Lille se relance bien sur le front de l'attaque? Bon, bah, Le Paul, par exemple, il a coûté 15 millions, mais peut-être que ça t'avait déjà du Balogun, Biret, où tu disais, t'as pas forcément, ou même Elikena, t'as pas besoin de mettre en plus sur un attaquant, donc peut-être plus un profil un peu polyvalent, sur qui t'aurais pu aller dans ce registre-là. Bah oui, après, c'est peut-être une dinguerie, mais Thauvin, quand tu vois ce qu'il a coûté, il aurait pas fait tâche, quoi. Tu vois, tu prends Thauvin, danois, et qui c'est que j'ai dit déjà pour le défenseur à le retour de Disasi. Ouais, c'est vrai. Le défenseur, et Mbemba, tu vois, déjà, ça peut-être pas un mercato où c'est waouh, tu rêves, mais franchement, t'as des joueurs de complément, t'as de la jeunesse, t'as de l'expérience, t'as ce qu'il faut, quoi. Il me semble qu'ils étaient sur l'euro à un moment, mais Nantes a vite fermé la porte. C'est vrai que Nantes, ils demandent beaucoup, beaucoup d'argent sur leur pépite. Ils ont plus que ça pour essayer de se rassurer et d'avoir un avenir proche dans le football professionnel. Mais ouais, le retour d'Isacia. J'ai vu que l'OL, par contre, voulait le faire. Donc, on verra. Mais Disasi, avoir le salaire, mais c'est pas bête à relancer, je trouve. Enfin, c'est pas comme encore une fois le joueur qui te fait rêver, mais il peut te rendre des services. Et finalement, dans cette saison, t'es un petit peu en train de te chercher. En Ligue 1, t'es combien? T'es 7ème avec 23 points. T'es pas si loin, tu vois, du top 4. Hein. T'es qu'à 6 unités du LOSC et de l'OM. D'ailleurs, tu vas à Marseille au Vélodrome. Donc là, soit tu te rapproches de l'OM, soit il y a un petit écart, voire un gros écart qui se creuse avant la phase retour. Bon, LDC, t'es vraiment un bon élève. Et c'est ça qui est hyper rageant. Je pense que pour beaucoup d'observateurs, pour des supporters monégasques, cette équipe, elle est vraiment illisible, imprévisible. Elle est capable. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est vrai que t'as aussi eu des matchs, Tottenham et Paphos, t'avais de la domination, t'avais le score à ton avantage du côté de Chypre. Si t'avais 4 points de plus, là, t'aurais même pu envisager un top 8, ce qui aurait été assez fou. Enfin, ils auraient fait le parcours de la l'Atalanta, quoi. Médiocre, voire décevant en championnat, et génial en Champions. Mais au moins, ils existent. Ils existent dans cette compétition. C'est ce que je voulais parce que j'avais peur après tout ce qui s'est passé cet été. Hutter qui débarque, qui se fait débarquer plus tôt. Poconei qui arrive, investir pas simple à gérer. Thiago Scouron, forcément remis en question par rapport à ce mercato. C'est pas simple. Est-ce que tu penses que Thauvin aurait joué par un autre club du Sud que l'OM? Ouais, je pense. Monaco, ça ressemble pas mal de choses. Hein. T'as la compétition européenne, t'as le cadre de vie. Non, t'as le salaire. Donc ouais, je pense que ça m'aurait pas étonné, quoi. Après, je trouve que le choix de Lens est tout aussi intelligent, si ce n'est plus. C'est même très bien pour lui parce que c'est vraiment l'emblème, le leader, le mec qui emmène tout le monde avec lui, quoi. Donc dans cette soirée, voilà, Monaco repart avec les 3 points et c'est une bonne nouvelle. Comme je vous le dis, on va aller faire un petit focus sur le calendrier des Monégasques. Donc Marseille et Auxerre pour terminer l'année. Ensuite, tu reçois l'OL, ok. Tu reçois Lorient, tu auras peut-être la Coupe de France au milieu. Tu vas au Real, déplacement au Havre entre les deux. Puis tu as la Juventus, ok. Donc petit instant de vérité également à ce moment-là. Mais est-ce que tu auras du mercato hivernal? Est-ce que tu auras des renforts
pour certains matchs, pour préparer la suite, ça pourrait être bien parce que je pense qu'ils ont besoin, je pense, encore pour la profondeur de banc, et peut-être certains joueurs qui malheureusement n'ont pas convaincu dans le projet, faire une sorte de tri dans cet effectif. Quelqu'un voulait qu'on parle de Galatasaray. Alors Galatasaray, ils sont combien en termes de classement? Ils sont 17e, 9 points. Tu vois, ils ont battu Liverpool. Ils ont quand même eu leur succès de prestige. Après oui, quelqu'un disait, ils ont dépensé 90 millions. C'est vrai que sur le papier, tu as une équipe où tu fais waouh. Même si moi, la défense, ça me fait pas rêver. Mais Osimhen, Sané, Gundogan, Torreira, alors Osimhen oui, mais les autres, tu vois, c'est pareil, c'est un petit peu la fin du parcours, le baroud d'honneur. T'as dépensé beaucoup. Après, moi, je trouve que Singo, vraiment, il fait la différence derrière. C'est un joueur que j'adore et j'espère le revoir à 100%. Euh, voilà. Après, là, ils ont été dominés, je trouve. Que Monaco aurait pu vraiment faire la différence avant. T'as eu ce penalty. Donc, Osimhen a pas forcément eu, j'ai l'impression, les opportunités qu'il faut. Mais oui, oui, c'est toujours particulier. Après, on sait que les clubs turcs, généralement, ont du mal à l'extérieur et font le plein à domicile. Donc peut-être que ce sera le cas pour cette équipe de Gala qui voudra faire la différence pour leur dernier match. C'est quoi du coup? C'est réception de l'Atlético. Oh, il va être intéressant celui-ci. Le Cholismo en Turquie, pas mal. Et ensuite déplacement à City. Bah tu vois, même à la maison, l'Union est venue les taper. Après, ils ont battu l'Ajax à l'extérieur. Mais bon, qui ne bat pas l'Ajax cette saison? Bodo Glimt, Liverpool. Et après, t'en as pris 5 à Francfort. C'est vrai que c'est une équipe hors de ses bases. C'est assez particulier pour eux, quoi. Justement, on a évoqué Liverpool. Victoire des Reds. Dans ce match qui était l'affiche sur le papier de la soirée. Alors malheureusement, Canal+, faut changer votre miniature parce que Mohamed Salah n'était pas là. Et je me demande si, parce qu'il faut qu'on se pose la question à travers ce résultat, est-ce qu'on n'a pas assisté au dernier match, à la dernière sortie de Mohamed Salah contre Leeds. Et bah, ça pourrait être aussi des adieux. Dommage que ça se termine comme ça parce que je trouve que ce qui s'est passé entre Salah et Liverpool depuis 2017, c'est beau, c'est magnifique. Tu as eu des records, tu as eu des titres, tu as eu des performances, des buts incroyables. Dommage que ça se termine comme ça. Certains vont essayer de dire c'est la faute du club, c'est la faute du joueur, c'est la faute de Slot. Moi, j'ai quand même tendance à, même si c'est difficile à, à avouer que tu as un déclassement et que t'es pas bon cette saison et que t'es plus la priorité en termes de compo, Salah, il a fait une faute vraiment en termes de communication. Il aurait pu juste dire voilà, on perd, match nul, je suis déçu, moi-même, j'ai pas le temps de jeu que j'espère. Voilà, je vais me remettre en question. Mais là, il a fait tout l'inverse, quoi. Il a vraiment décidé de sortir le napalm. Et à travers cette déclaration, il met le club en porte-à-faux. Je crois que c'est Thierry Henry qui a fait une sortie ce soir sur CBS qui disait que dans ces moments-là, il faut faire bloc, il faut faire front avec ton coach, avec ton club, même si ça se passe bien, ça se passe pas bien. Henry l'a dit, j'ai eu des brouilles avec Wenger et Guardiola. Des fois, oui, forcément, tu as envie de tout exploser, mais il faut savoir ne pas perdre de vue que tu es un joueur d'un sport collectif. Donc le collectif prime. Et là, pour le coup, Salah a manqué à ses devoirs. Moi, je peux comprendre évidemment le fait que ça fasse mal par rapport à tout ce qu'il a donné dans ce club, tout ce qui a été vécu l'an dernier. Enfin, il fait une saison n'importe quoi en termes de stats. Enfin, c'est fou. Vraiment, il a été passeur, il a été buteur, il a été sur tellement de moments marquants sur de photos de famille. Et d'un coup, tu vois, avec ce mercato, forcément Jota aussi dans la tête, mais avec tout ce mercato, un Slot qui n'arrive pas finalement à accélérer pour son année 2, qui au contraire se prend les pieds dans le tapis, bah Salah a été une victime collatérale, mais lui-même n'a pas modifié des choses dans son jeu ou s'est pas remis en question parce que on part aussi du principe que Salah, s'il est sur le banc, c'est qu'il était pas bon. Après oui, dans cette équipe, il y a d'autres joueurs qui sont pas très bons cette saison. On peut penser à Van Dijk, Konaté, sauf que t'as pas d'autres choix ou t'as moins de possibilités. Gomez, Endo, Léoni par exemple, mais il s'est blessé gravement d'entrée. Salah, il a un poste où même si t'as pas de gros noms, tu peux trouver des alternatives. Tu peux mettre Wirtz, tu peux mettre un Curtis Jones, tu peux mettre d'autres joueurs. Salah va revenir. Salah est trop bien payé pour attirer notre équipe. Bah déjà, il y a l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite drague Salah depuis un moment. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un
club ou même un championnat au global qui peut se le payer. Est-ce qu'il va revenir ? On verra déjà ce qui va se passer contre Brighton ce week-end, s'il est dans le 11. Moi, s'il n'y est pas, je serais pas surpris, tu vois. Mais quand je te dis, ça me fait de la peine parce que bah, j'aime bien Liverpool, j'aime beaucoup Salah. Je trouve que ça a été un truc incroyable pendant 8 ans. Et voir comme ça d'un coup que ça part en déflagration et que tu as des répercussions qui sont inévitables, ouais, ça pourrait être un départ dès cet hiver, je ne serais pas surpris. Après, ce qui est un mal pour un bien pour Liverpool, c'est que bon, là, tu as ce rendez-vous hein, qui est en première ligue contre Brighton, mais surtout après, tu as la CAN. Salah va partir avec l'Égypte, un tournoi qu'il espère enfin reporter avec les Pharaons, même si c'est une légende, une icône absolue là-bas. C'est la dernière chose qui lui manque pour vraiment parfaire sa carrière. Tu vois, pendant, bon, si ça se passe mal, 2 semaines, si ça se passe bien pour lui, 3 semaines, un mois, tu vas mettre c'est sous le tapis le problème Salah, mais il reviendra un jour parce que un joueur comme ça, tu peux pas le laisser à l'entraînement, enfin en tribune ou avec un statut de remplaçant, parce que même si les performances sont pas là, c'est des joueurs qui sont tellement importants pour eux-mêmes et qui ont envie de continuer à jouer, ce sont des gros compétiteurs, ça va être difficile quoi. Le problème à Liverpool est autre part. Alors, c'est comme d'hab, c'est comme avec Mbappé et le Real. On dit pas que Salah est le problème de Liverpool. Je pense que c'est un des problèmes, et c'était pas peut-être le problème majeur avant cette déclaration, parce qu'avec cette déclaration, malheureusement, il s'est lui-même remis sur le devant de la scène, et surtout, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la chose à faire, quoi. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Mais toute l'histoire de sa prolongation, c'est sûr que quand tu vois la prolongation, après, c'est la politique de Liverpool. Les joueurs de plus de 30 ans, de vraiment peser le pour et le contre, de faire beaucoup de réunions pour savoir si on les garde et surtout si on les prolonge. Van Dijk, Salah, on a peut-être été sur un aspect émotionnel, affectif, plus que tu vois, à réfléchir sur le moyen terme. Et peut-être que maintenant ils s'y reprendront à 2 fois en disant tout joueur de plus de 30 ans, désormais il faut vraiment qu'il y ait des garanties sportives. Après c'est dur parce que Salah, il sort d'une saison qui est folle et il était un des derniers maillons de la chaîne. Maintenant il doit être un peu plus un ouvrier à bosser dans cette équipe. Ça, c'est clair et net. Un peu comme le Real le faisait. Ouais, en plus, demain contre City, le Kicks devrait pas être là. Donc, ça peut être bien, quoi. Même si Paris est plus fort que les autres saisons, Montpellier, Lille, Monaco ont pris la Ligue 1. Lens est devant Paris, Marseille aurait pu aussi. Penses-tu que Paris peut perdre la Ligue 1 l'image d'un Leicester qui a resté au Grand PL? C'est toujours une question particulière. Est-ce que le PSG peut perdre le titre en Ligue 1? Je pense que Lens va continuer, va perdre des points en route, mais va pas non plus s'effondrer. Ils ont la CAN, mais ils vont juste perdre, je crois, Sangaré. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils vont même faire du mercato hivernal avec la venue d'Aïdara de Leipzig. Donc pour moi, je vois pas Lens, tu vois, perdre pied. Par contre, le match contre Rennes, c'est pour moi le signe que le PSG va vraiment se mettre en mode rouleau compresseur pour dire ok les gars c'est bon, on arrête les conneries, on assure la Ligue 1 et après on peut passer au reste. Donc sur cette saison je me disais pourquoi pas parce qu'ils ont les blessés, ils ont été prenables, ils ont perdu à Monaco, à Marseille, mais il n'y a pas aussi une équipe qui les a totalement décrochés. Et si t'avais tu vois Lens qui avait un écart de 5 points, je te dis bon ils font la saison de leur côté, il y a le retour à Bollaert qui est un match coup près, mais là je pense que ça peut être un peu difficile quand même à y croire. Donc je vois Paris toujours l'emporter. Du coup, cet Inter-Liverpool que je dis, de ce que j'ai vu, waouh, c'était pas sur le terrain, c'était pas très très beau. Ça a manqué un peu de qualité technique. On a senti un Liverpool, comme toujours, sur un fil, malade, mais qui sort quand même d'un clean sheet. Et l'Inter qui a pas su assez, je pense, appuyer là où ça fait mal, forcément la défense. Un Liverpool qui a encaissé 3 buts à Leeds, qui a l'habitude de pouvoir perdre pied dans ses temps faibles, un petit peu comme l'OM. Mais finalement, Liverpool est allé chercher son succès. Et c'est vrai que c'est une saison particulière pour eux, parce qu'en première ligue, ils sont au-delà du top 10. Bon, ils sont 10e, voilà, 23 points. Mais en fait, il y a une immense masse, tu vois. Bon, t'as Villa qui est 3e à 33, mais t'as Crystal Palace qui est 4e avec 26 points. Donc, et en sachant que tu as peut-être une 5e place qui sera qualificative sans le résultat de l'Angleterre au global cette saison. Donc Liverpool n'est pas du tout décroché par LDC. Le titre,
Oui, ça je suis d'accord, ça va être relou. Mais par contre, c'est une équipe qui est capable, une fois qu'ils auront peut-être réglé certains soucis ou certaines sorties comme celle de Salah, de se remettre dedans. Par contre, en LDC, tu vois, en mode équipe un peu difficile à jauger, qui va peut-être jouer toute sa saison là-dessus. Alors c'est à double tranchant, parce que si tu joues toute sa saison là-dessus, forcément, tu auras une pression hyper décuplée, ça va pas être simple pour les Reds. Mais sinon, là, tu vois, ils sont en 8ème. Ok, ils en ont pris 4 contre le PSV. Ils terminent contre qui, juste leur LDC? Ils vont à Marseille et reçoivent Karabag. En fait, ça, c'est que sur le papier, tu te dis que le Liverpool qui aurait pu arriver avec le plein de confiance, le plein de victoires, qui aurait pu un peu lâcher de l'Est au Vélodrome, mais là, ils vont devoir aller chercher le top 8. Donc, ça va être intéressant de voir comment l'OM va faire ce beau match contre un chapeau 1. Et derrière Karabag pour peut-être assurer ouais, aussi cette qualification directe. Mais ouais, c'est ça, c'est contre gagner contre l'Inter et le Real, puis perdre contre le PSV égal à bas. C'est le signe d'une équipe malade. Hein. Mais même, tu vois, le match qu'ils font contre Aston Villa en première ligue, il est très bon. Franchement, c'était un vrai bon Liverpool, quoi. J'ai vu de belles choses et je me suis dit, bon, bah, ça commence à poser un petit peu des pièces sur l'échiquier. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis, très vite, il y a des matchs où, en fait, c'est de nouveau. Ils ont été renversés, quoi. La défaite contre City, surtout la défaite à la maison contre Nottingham, plus la défaite contre le PSV à la maison. Là, Arne Slot a été mis en danger. T'as fait 5 points. T'aurais pu faire mieux par rapport aux adversaires. Là, tu ressors de cette victoire contre l'Inter. Là, tu vas enchaîner Brighton, Tottenham, Wolverhampton, Leeds, Fulham, sur la période à peu près des fesses. Il n'y a pas une montagne, hein, c'est pas infaisable. Mais encore une fois, on sait que tu auras beaucoup de questions qui vont se poser par rapport à certains joueurs. Donc, faudra que Slot et ses dirigeants règlent ça. Ouais, Slobozai, bah forcément, Slobozai, le auteur du penalty décisif, lui, il fait vraiment sa saison. Lui, il est vraiment très bon. Et même, j'ai trouvé qu'au global, le milieu de terrain travaille plutôt bien ensemble, même si je trouve que Gravenberch est moins fort que la saison passée. Mais la saison passée, il nous a offert des standards assez fous. Et McAllister, je trouve aussi qu'il a pas mal enchaîné. Donc, je vois un peu plus dans le dur. Moi, les gars, c'est Alexander Isaac. Hein. Isaac, ça m'inquiète. Hein. Franchement, je veux bien qu'il ait une préparation tronquée avec Newcastle, qu'il ait mis du temps à s'intégrer au 11, qu'il y ait des petites blessures. Mais il connaît la PL. C'est la dernière addition de ce mercato un peu fou. J'aime pas trop ce que je vois. Après, pourtant, c'est un joueur que j'adore, mais j'espère qu'il y a eu ce but contre West Ham. Il faut trouver à un moment donné une continuité, un déclic, parce qu'avec ce prix-là, on va pas pouvoir pardonner encore des semaines comme ça, un petit peu de naufrage, quoi. Oui, Wirtz, l'entrée est bonne. Wirtz, j'ai bien aimé. Wirtz, au global, je trouve qu'il y a un peu de mieux. Par rapport à ouais, ces 2-3 premiers mois. Mais même avec l'Allemagne, hein, il a fait de vrais bons matchs en novembre, notamment contre la Slovaquie. Donc je pense que le fait d'être performant avec sa sélection, de même être décisif, il a commencé à être un tout petit peu avec Liverpool, il a fait 2 passes D contre Francfort. Là, il obtient le penalty. Mais comme tu le dis, Zenov, hein, il apporte beaucoup de choses dans le jeu. La victoire aujourd'hui, c'est grâce à lui. Mais il faut qu'il state parce qu'il a coûté 130 millions. Oui, c'est le genre de joueur, même si c'est pas un numéro 9, il n'est pas au bout de la chaîne. On va toujours demander ça parce que le prix. Il a pour conséquence de mettre beaucoup de pression sur son apport. Mais je me dis que Wirtz, c'est un gamin intelligent, c'est un joueur qui techniquement sait faire beaucoup de choses, qui a eu plusieurs postes, registres, vies différentes sous Xabi Alonso. Je suis pas inquiet. Je pense que peut-être certaines personnes vont manquer de patience, que les débuts ont été ratés, mais Wirtz, je pense que c'est peut-être l'histoire d'une adaptation sur une année. Peut-être qu'il faudra attendre. Et c'est ce qu'on peut regretter hein, par rapport à son prix, tu le dis bien, hein, mais est-ce que c'est pas un joueur qui sera prêt pour août 2026 plutôt que là? Là, c'est peut-être une adaptation longue durée. Après, voilà, tu vois, c'est un joueur qui a 22 ans, qui en aura 23 la saison prochaine. Oui, ça mérite un peu de patience. Ça mérite un peu de patience parce qu'il il y a quelque chose à tirer du gamin. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de joueurs dans son secteur, on n'arrive pas à bien répartir les rôles. Peut-être que c'est lui l'avenir d'Arne Slot si Arne Slot reste. Après, bon, on en reparlera, hein, mais il y a un certain entraîneur qui est en difficulté du côté de Madrid. Peut-être qu'il pourrait se retrouver les deux. Alors, faut pas croire que Wirtz et Xabi Alonso, ça s'est toujours bien passé à Leverkusen. Eux aussi, ils ont eu leur phase. Des fois, il y a eu des déclarations, tu as compris que voilà, c'est deux gros compétiteurs, donc ça pouvait un peu se rentrer dedans. Mais tu sais, hein, franchement, faut pas exclure cette possibilité d'avoir un Xavi qui débarque et qui a un vestiaire peut-être
un peu plus malléable qu'au Real, même si forcément, si Xabi débarque, si on imagine qu'Arne Slot, ça se crache, peut-être que Xabi Alonso aura un peu moins de difficulté sur ce vestiaire. T'as le cas ça là quand même, donc attention à ne pas trop imaginer que ce sera idyllique s'il arrive à Anfield. Caicedo, sa première saison à Chelsea était moyenne pour un prix comparé à Wirtz. Au jeu, c'est un des meilleurs à son poste. C'est vrai. Après, Caicedo est vraiment... Moi, je m'inquiétais pas forcément. Il était plus dans une équipe qui était pas montée en puissance. Et lui, il est monté en puissance avec. Et dès sa deuxième partie de saison, je trouvais que c'était déjà mieux. Wirtz, pour le coup, comme tu dis, il y a forcément ce côté décisif. On va être très attentif à cet aspect. Voilà, qu'est-ce qu'il fait dans les 30 derniers mètres. Et s'il peut faire pencher la balance. Ça, c'est clair et net. Donc, ouais, Liverpool qui est top 8, qui reprend un petit peu d'oxygène. On sait que chaque match a sa vérité et que pour les Reds, faut vraiment pouvoir un petit peu y voir plus clair. Hein. C'est vrai que le banc ce soir, t'as Wirtz, Bradley, t'as Kerkez qui est resté sur le banc, et Ngumoa aussi. T'avais pas beaucoup de possibilités pour. Tu sens que t'as des joueurs qui manquent à l'appel parce que ouais, t'as Gakpo, t'as Salah forcément qui a été laissé de côté. Frimpong qui est toujours le pareil, tu vois, on parle beaucoup des recrues, mais Frimpong, on l'a vu 2-3 matchs et après blessé, c'est chaud quoi. Donc on verra. Faut enchaîner ce week-end contre Brighton, ça ferait 5 matchs en défaite quand même. Ouais, c'est un motif d'espoir. C'est clair et net. Ouais, Ngumoa joue jamais. C'est vrai qu'Ngumoa, dans ce genre d'équipe un peu malade, lancer des jeunes. Alors, je pensais pas faire cette comparaison un jour, mais c'est comme la JOCR avec Rudy Matondo ou la Mincy. Peut-être que dans ce genre de moments difficiles, mettre des jeunes qui n'ont rien à perdre, ça peut te sortir du pétrin. Et un Rio Ngumoa, j'aurais espéré le voir un peu plus, surtout après ce qu'il a fait au mois d'août. Ouais, c'est vrai que Chiesa aussi était blessé. Ce qu'il a fait au mois d'août avec ce fameux but contre Newcastle. On enchaîne avec victoire du Barça, malgré Rafinha, Lewandowski, Yamal, Fermin Lopez, qui marque un doublé. C'est Jules Koundé qui marque le premier doublé, je crois, de sa carrière, 50e, 53e. Et pour lui, ça va lui faire un bien fou, franchement, parce qu'on sait que c'est un des Barcelonais les plus en difficulté, peut-être le plus, qui a du mal vraiment à revenir à son meilleur niveau qu'il a pu atteindre l'an passé, où je trouve qu'au printemps, ça a été très très fort, avec la perte de la demi-finale de LDC, l'enchaînement des matchs avec les Bleus, je trouve que c'est un coup de dé un peu méconnaissable, lui-même il a reconnu, et finalement, il n'y a pas de la part d'Hansi Flick une volonté de vraiment faire tourner. Il a fait souffler à 2-3 reprises, mais je croyais que c'était un Koundé qui avait perdu de vue, même défensivement, qui faisait des choses assez effrayantes. Et écoute, peut-être que défensivement, il y a encore des choses à revoir, mais c'est le genre de doublé qui est quand même très important pour le Barça. Parce que si on regarde le classement, où sont les Barcelonais ? Les Barcelonais, là, ils sont 14e, je crois, de mémoire. Ils sont 14e. Ils avaient 7 points avant cette journée. S'il y avait eu match nul, tu vois, ils auraient été parmi ces équipes-là. Alors peut-être que ça va être trop juste pour le Barça, qui a, je crois, un calendrier pas trop dégueu pour terminer sa campagne de qualification de phase de groupe. Le Barça, ils vont Slavia Prague et reçoivent Copenhague. Bon, t'as encore beaucoup de matchs, parce que t'as la Coupe du Roi, t'as la Liga, t'as la Super Coupe. Ça va enchaîner tout droit. Jusqu'à fin janvier, t'as un nombre de matchs. Ouais, c'est pas simple à emmagasiner, mais tu te dis que tu peux faire 6, et est-ce qu'avec tu seras à 16, il faudra sortir, je pense, un petit peu les calculettes. Mais en tout cas, j'aime bien ce que... pour Koundé, je suis content pour lui, parce que c'est une période qui est vraiment pas évidente. Un joueur qui a souffert, qui a fait souffrir son équipe, qui a été un poids, et je pense qu'ils peuvent vraiment relever la tête, quoi. Avant le début de la LDC, avec le calendrier, je voyais Barcelone top 2. Non, mais c'est vrai qu'avec le calendrier, en fait, tu disais, tu as ce match contre le PSG, tu as le match contre Chelsea, et finalement, ils ont perdu ces deux-là, ces deux beaux rendez-vous. Ça les a mis un petit peu dans le dur, mais sinon, sur le reste, oui, quand même, je pense qu'ils ont cette capacité d'aller faire, pourquoi pas un top 8, mais ce serait vraiment ric-rac. Donc peut-être que le Barça sera en barrage. Mais sinon... Voilà, Francfort, équipe qui, moi, perso, me déçoit un peu cette saison parce que je pensais qu'ils allaient faire mieux par rapport au matériel, par rapport à certains choix du coach Top Müller et le mercato que je trouvais très bon avec notamment Ritsu Doan, un joueur que j'apprécie beaucoup, le japonais qui était à Fribourg, et Burkhardt aussi sur le front de l'attaque. Là, t'avais pas Wai. Si, Wai est là, il est rentré en jeu, mais apparemment, Wai, c'est fini. Alors, on sait que les dirigeants de Francfort
sont des magiciens pour certaines ventes. Mais là, même Eli Wahi, ils n'ont pas réussi les gars, ils ont dit nous on lâche l'affaire. Et écoutez, Eli Wahi, est-ce que ça sent pas le Paris FC cet hiver? Si le Paris FC n'arrive pas à faire Stassin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu leur piste rêvée, est-ce que ça sent pas le Paris relancer Wai? Ouais, je pense qu'on peut mettre une petite pièce là-dessus. Et du coup, Francfort qui ouvre le score, en plus on se souvient de ce qui s'était passé en Europa League, les supporters allemands qui avaient envahi vraiment le Camp Nou, parce que le Camp Nou a eu un défaut de billetterie, et du coup les Allemands avaient pu acheter toutes les places, et t'avais un stade qui était aux 3/4 allemand, et ils menaient 3-0, et les supporters barcelonais qui voulaient quitter le stade, ils étaient empêchés comme ça, hop, les mecs les bloquaient à la sortie. C'était assez fou comme image. Mais pour le coup, Francfort a ouvert le score. Un Barça qui était pas trop, je trouve, dans ce qu'il nous a montré sur son aspect offensif, son côté spectaculaire, notamment le match contre le Betis que j'ai adoré. Ça a été un peu plus compliqué à se trouver. Ouais, Lamine Yamal qui est sorti, qui était frustré. Je pense que il n'a pas fait le meilleur match de sa saison. Donc on est sur une réaction, on voit bien que le gars a envie de plus, et surtout il veut peut-être des stats, hein. On sait que on a beaucoup parlé de ça pour certains joueurs, mais même Yamal, hein, il est en quête de ça. Un match 0 but, 0 passe D, même s'il est très bon parfois dans le dribble, dans l'aspect numéro 10 comme il a été contre le Betis. Là pour le coup je pense que c'est un joueur qui a envie d'enchaîner un peu plus dans ce registre. Mais voilà, le Barça s'en sort aussi par la petite porte, et je pense qu'ils doivent être en mesure de gagner des matchs comme ça, où tu affrontes un Francfort qui peut faire le dos rond, parce qu'au niveau des stats, j'ai l'impression que ouais, 73%, donc vraiment Francfort, même si c'est une équipe allemande, ils ont été plutôt, hein, ils ont été prudents par rapport à certaines attitudes en Bundesliga, et ça termine sur un court mais précieux succès. Et finalement, là où la saison barcelonaise, elle peut être une forme de tournant, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé à Chelsea, avec Araujo qui prend du recul, qui est toujours pas revenu dans l'effectif de l'équipe première. T'as repris la main sur la Liga. Là, en Ligue des Champions, tu te replaces. Et si tu prends un peu de recul, avec tous les joueurs blessés que tu as eu, parce que tu as eu Pedri qui a été blessé, tu as eu, comment il s'appelle, Rafinha, tu as eu Yamal avec sa pubalgie qui joue à 50%, tu as Joan Garcia aussi qui a beaucoup, beaucoup manqué. On a dit beaucoup de choses sur ce Barça en mode oui, c'est moins bien que l'an passé. On est tous d'accord, hein, par rapport au jeu proposé 24-25, les hors-jeux, la défense, Inigo Martinez. C'est une équipe qui nous a tous, je pense, séduits, qu'on soit barcelonais, observateur neutre, ou même si on est objectif madrilène. Mais si on fait le point sur la saison barcelonaise, t'es premier de Liga avec 4 points d'avance sur le Real. En Ligue des Champions, tu t'es replacé barragiste, évidemment, pour ce club, pour pas avoir 2 matchs en plus à jouer. L'objectif c'est top 8, mais tu pourrais pourquoi pas y arriver sur la dernière journée. Je vais pas dire qu'on a été trop alarmiste, mais en vrai de vrai, c'est une bonne saison. Enfin, c'est à la fin du bal qu'on paye le musicien. Oui, pardon, j'ai dit une bêtise. Yamal fait la passe D pour Koundé sur la tête. Mais je pense que quand je voulais dire ça, c'est qu'il a toujours envie de plus. Tu vois, il veut faire des matchs où il sort des triplés, où vraiment il est impactant. Il fait un double-double sur seulement 90 minutes. Désolé pour le petit oubli, comme il y a tellement de matchs, des fois, certaines actions, elles m'échappent. Et d'ailleurs, le centre était stylé. Mais pour l'instant, c'est une bonne saison. Alors oui, ça pourrait être mieux, mais pour beaucoup d'équipes, ça pourrait être mieux. Qui vraiment, ici, peut dire que sa saison est incroyable, c'est un 18 sur 20? Le Bayern. Arsenal, là, t'es passé par un petit remous, Aston Villa, Chelsea, mais t'es quand même en tête de l'APL, t'es en tête de la LDC. C'est bien, c'est très bien même. Le PSG, qui est là où il veut être. Tu peux dire qu'il y a des équipes qui sont pas trop mal, comme l'Inter peut-être, comme l'Atlético qui a mal démarré sa saison mais là, qui est bien mieux. Il y en a qui sont dans des paradoxes. Tu vois, City, tu sens que ça peut monter en puissance. Mais encore une fois, je te dis, Bayern, Arsenal, PSG, sinon tout le reste, il y a des choses à redire. Donc le Barça, on peut peut-être un peu nuancer. Et oui, c'est moins bien que la saison dernière, mais ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. L'an dernier, tu as vécu des choses, waouh, franchement, en termes d'émotion, de niveau de jeu, de match fort, de marquant, de spectacle, tout ce que tu veux. Et là, tu dois peut-être revenir à un truc un peu plus modeste, mais quand tu passes d'un restaurant 3 étoiles
un bon restaurant voilà, où t'as chopé ta petite promo sur The Fork, bah, ce bon petit restaurant, ça veut pas dire qu'il est dégueulasse, hein. Tu peux aussi te régaler, hein. Tu peux trouver ton bonheur là-dessus. Donc il faut apprendre aussi à apprécier ce genre de saison où tu te dis que le Barça a quand même, est en mesure d'aller remporter tous les trophées. Donc c'est ça qui est beau, quoi. Euh, c'est pas un 10 sur 10 la saison, ils ont beaucoup de blessés, mais ils sont pas pro de Liga pendant le Classico le Bayern. Le PSG, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, bien sûr, il y a des choses pareilles à redire sur le PSG, mais d'un point de vue comptable, t'es bien, quoi. Donc voilà pour ce Barça-là. Le PSB Atlético, un succès des Madrilènes. Avec pourtant, t'as le PSV, ils ont accroché Naples, ils sont allés battre Liverpool, équipe un peu relou, j'ai l'impression, dans cette LDC. Mais voilà, Alvarez a marqué, Alvarez qui a une petite panne de but, notamment en Liga, qui est sur des standards beaucoup moins hauts. Anko qui a profité d'un ballon relâché par Kovar, et Sorlot aussi. Alors le but d'Alvarez, vraiment une erreur de relance avec le défenseur qui perd le ballon. C'est Castagne, hein. 4 jaunes là, 3, un bon match comme on aime. Donc Atlético, ouais, pareil, eux aussi, j'ai l'impression qu'ils se mettent plutôt bien. Septième. Atlético, c'est quoi? Ils vont terminer leur petit calendrier. Déplacement à Galatasaray, on l'a vu tout à l'heure. Sympa sur le papier. Vraiment, en plus 18h45. Vous savez ce que ça signifie, c'est qu'on aura de la place pour le voir celui-ci. Et dans le dernier Big Multi, ce sera Bodo Glimt. Donc on va voir sur ça. Alors Alvarez en grande difficulté. Je dirais pas en grande difficulté parce qu'il a fait quand même des matchs, notamment contre le Real, waouh, mais il a un coup de moins bien. Là, depuis 2 mois, c'est clair et net, et on n'en parle pas forcément parce qu'on on va se concentrer encore une fois sur Mbappé, sur les problèmes défensifs du Barça, sur tout ce que tu veux, mais Alvarez a eu aussi son petit truc un peu moins fort. Mais là, pour le coup, c'est pas le genre de joueur sur lequel je suis inquiet. Mais ce qui est bien aussi, c'est que l'Atlético a su gagner sans que lui, tu vois, il marque à tous les matchs. Tu vois, contre Retafe, c'est un contre son camp. Levante, t'as un doublé de Griezmann, un autre contre son camp. Contre Oviedo, t'as Sorlotte qui met un doublé. Donc c'est bien, tu vois, il y en a d'autres qui prennent leurs responsabilités. Et je pense que pour cette équipe des Colchoneros, il faut ça également. Sa prépasse décisive ce soir, très belle pour Alvarez. Ouais, ouais, c'est vrai. Exactement, tu fais bien de souligner. Donc le Cholismo qui s'en sort bien. Et c'est comme d'hab, que peut faire Atlético? Ah, c'est vrai que pour nous qui avons kiffé le foot des années 2010, voir Atlético faire une épopée comme 2014, 2016, je crois qu'il y a même 2017 où ils font demi-finale de mémoire. Donc ça pourrait être une belle chose de revoir un peu enquiquiner tout le monde. Le gros coup de la soirée, il est pour l'Atalanta. L'Atalanta qui tape Chelsea en ayant été mené au score, en perdant à la mi-temps 1-0 sur un but de Joao Pedro. Et l'Atalanta avec un De Ketelaere buteur et passeur. Une très très belle transmission pour Scamacca. Bah écoutez, l'Atalanta, c'est l'équipe qu'on n'attendait pas, mais des fois il faut des équipes comme ça, en Ligue des Champions, qui sortent du lot. Alors, après, on parle de l'Atalanta, vainqueur d'Europa League 2024, qui a fait un barrage l'an dernier, qui s'était fait battre par Bruges, mais qui a surtout un effectif où, quand on voit certains joueurs, on sait que ce sont des éléments. Après, c'est toujours particulier, parce que l'Atalanta, on sait que quand on a sorti des joueurs de cette équipe, ça n'a pas forcément été des réussites, mais tu prends sur le papier Lookman, De Ketelaere, Scamacca, Ederson, un milieu de terrain que j'adore, ou même, tu vois, un tonton comme De Roon, ou Kosonu, Belanova, ou Carnesegui au cage, qui est un jeune gardien. Il y a quand même de belles individualités, quoi. C'est chaud. C'est chaud pour l'Atalanta, qui est capable vraiment de très belles choses, d'être troisième là comme ça. Et en Serie A, c'est vrai que c'est là où c'est la soupe à la grimace, quoi, parce que ils sont 12e, tu vois. Ils sont derrière la Cremonese, Sassuolo. C'est fou. Waouh. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. 3 victoires en 14 matchs. Et c'est ça, en fait. Ils ont plus gagné en LDC qu'en Champions, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est la magie du foot. Voilà. 4 victoires en 6 journées et là 3 victoires en 14 journées. C'est... Hein. C'est waouh. Je sais pas si on s'en rend compte à quel point ce sport est taquin. Ouais, De Ketelaere, moi j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, je trouvais que le Milan, c'était dommage parce que bah, il y a un poste particulier. Mais là, dans cette équipe,
Gasperini a vraiment su lui donner la pleine mesure de ce qu'il peut apporter à une équipe. On sait que c'est un genre de 10, 9,5 un peu spécial, mais là il est dans une attaque où il va pouvoir tourner autour de Scamacha, également avec Lutman qui peut avoir ce registre-là. Ouais, tu vois, même le banc il est pas mal. Hein. Moussa, Pasalic, Ahanor qui est une jeune pépite, Zapacosta, Kristovic, Zamardic, Isakien, Zaleski, Daniel Maldini. Non, en vrai, l'effectif il est propre, quoi. Franchement, c'est à 12ème de Serie A. C'est fou, quoi. Vraiment, il y a des effondrements comme ça des fois. Après, c'est peut-être aussi un signe que la Serie A cette saison est assez relevée. Parce que si tu vois la Fiorentina qui est dernière, après, les clubs, ils ont leur propre trajectoire. C'est à cause d'eux, finalement, s'ils ont ça, que l'Atalanta soit 12ème avec 3 victoires et que la Fiorentina soit dernière avec 0 victoire. Mais aussi, ça veut dire qu'on leur rentre dedans. Par exemple, tu vois des promus comme Sassuolo, Cremonese qui sont devant au classement où tu vois des équipes comme Com qui travaillent bien, Bologne, tout ça, bah ouais, aujourd'hui, t'as plus le droit à l'erreur. Donc même si la Serie A, beaucoup disent, oh, c'est ennuyeux, oui, il y a des 0-0 et tous les matchs, on se régale pas, mais en termes de niveau, hein, tu peux voir qu'il y a une petite différence là. C'est vrai que ça peut être une piste à creuser. Et alors, Chelsea, on sait plus quoi penser avec vous. Quand vous faites ce match nul contre Arsenal, quand vous faites cette victoire contre Barcelone, on est tous unanimes pour dire mais cette équipe elle est capable de battre les meilleurs, de faire de grandes choses. Et là finalement, tu perds presque l'avantage de cette belle victoire contre le Barça. T'es 11ème, donc je pense que Chelsea, sur contre qui ils vont terminer, juste leur petit calendrier. Ils reçoivent Paphos et ils vont à Naples. Bon, Paphos, on peut imaginer que, mais attention, déplacement à Naples, Naples qui devra sûrement jouer sa qualif. Ça va être intéressant comme contexte, voir comment cette équipe va s'en sortir. Mais là, tu vois, tu as eu la défaite contre Leeds. Tu as eu également, c'était quoi l'autre match? Tu as eu le 0-0 à Bournemouth. Ils n'arrivent pas à bonifier, tu vois, certaines séquences qui sont poétiques. Donc, une équipe, ouais, c'est vraiment difficile à voir. Ouais, Wesley Fofana qui est sorti. Alors, j'espère que c'est pas trop grave pour lui parce que forcément, un Wesley Fofana qui se met un petit peu en tort comme ça, c'est. Enfin, pas en tort, mais j'espère que ça va pas être trop grave pour lui parce qu'il revenait très très bien. Franchement, j'ai adoré le Wesley Fofana des dernières semaines. Et lui, pareil, à 100%. C'est comme d'autres joueurs, hein. On a évoqué Bouffal plus tôt dans l'émission. Mais ouais, lui aussi, Wesley Fofana est très sympa. Ouais, Rhys James en 6, c'est une des possibilités tactiques de Maresca, qui aime bien faire ça avec Enzo Fernandez un peu plus haut que double pivot Caicedo James. James qui avait déjà eu ce registre-là sous Lampard de mémoire. Avec normalement c'est Malo Gusto qui est latéral droit et du coup bah t'as quand même deux latéraux droits ou pistons qui peuvent évoluer comme ça qui sont assez forts et bah je pense que Rhys James qui a quand même une certaine qualité technique et aussi d'engagement, de combat, de lucidité, le mettre dans ce registre là ça ne m'étonne pas quoi. Donc Chelsea malheureusement s'est fait surprendre par cette belle équipe de l'Atalanta version LDC. On a Tottenham qui a battu 3-0 le Slavia. Tottenham, pareil, j'ai l'impression que c'est plutôt bien pour eux. 9ème, ça pourrait accéder à la phase de top 8. Après, on sait qu'ils ont aussi, Tottenham, ils sont capables de retourner leur travers. Oh, Dortmund et Francfort. Intéressant. Si c'était l'inverse, j'aurais dit, bon, normalement, victoire contre Francfort à la maison et Dortmund là-bas, pourquoi pas faire résultat. À voir la configuration des matchs, mais peut-être que Francfort n'aura plus rien à jouer. Mais tu vois, c'est une équipe pareille. Hein. On est toujours un petit peu en train de dire quelle sera la vérité de la saison des Spurs, qui font partie, comme Liverpool, de cette mêlée générale d'un gros ventre mou en PL qui s'étire de la 4ème à, on a l'impression, la 12e, 13e place. Donc, pour le coup, eux, après leur défaite contre le PSG, bah, ça se relance. Petit succès 3-0 avec Kudus. Xavi Simons, qui, je crois, marque son premier but de la saison. Lui qui en avait bien besoin pour se rassurer. On a eu également un compte son camp de Zima. Mais voilà, des Spurs qui ont quand même envoyé 11 tirs cadrés sur 14, qui avaient fait un petit peu de turnover sur certains postes comme Archigray, Wilson Odobert. Xavi Simons qui a besoin de ça, quoi. Ça, c'est clair. J'ai l'impression que tout le monde va jouer les barrages. Bah, après, c'est vrai que je dis à chaque fois, bon, le calendrier est pas trop difficile, mais au bout d'un moment, oui, il faudra forcément avoir des équipes en barrage. Et peut-être que si tout le monde gagne, après, tu auras peut-être des matchs dans le match. Par exemple, un Tottenham Dortmund, je pense que ça pourrait être un match très clairement pour le top 8. Ouais, c'est une petite curiosité de voir où finiront toutes ces équipes, parce que potentiellement, ça peut être des adversaires de l'OM et de Monaco, quoi. Et tu disais le calendrier qu'ils ont en PL Tottenham.
Attends. Tottenham. Ils vont à Nottingham. Ils reçoivent Liverpool. Ils vont à Crystal Palace. Ils vont à Brentford. Ils reçoivent Sunderland. Ils vont à Bournemouth. FA Cup. Parce que sinon, c'est pas assez. Réception d'Aston Villa. Après, t'as West Ham Burnley, ok. Mais sinon, après l'enchaînement Dortmund-Francfort, t'as réception de City. Déplacement à United. Réception de Newcastle et le North London Derby. Et on peut même aller plus loin avec Fulham, Palace. Oh là là là. Et là, ils ont un tunnel de 2-3 mois. Force, hein. Force les copains parce que ça va pas être simple hein, à digérer. Ah ouais, là, c'est chaud quoi. On a un dernier match à voir. Bon, le Karatal Almaty Olympiakos, je l'ai dit en introduction, victoire d'Olympiakos qui a su faire parler la différence avec Jason Martins qui marque, à voir s'ils vont pouvoir accéder. Et malheureusement, le fameux Lorenzo Scipioni, le bien nommé, qui reste sur le banc. On aimerait le voir un peu plus, mais pour l'instant, il n'a pas le temps de jeu. Espérer le copain. Le Bayern qui a battu Sporting, le Bayern qui a pourtant été mené au score, qui a su aller chercher son succès. Niabri 65e, Lennart Karl 69e, Jonathan Tah 77e. Et Lennart Karl, encore une fois les gars, hein, qui rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le premier joueur 17 ans a marqué dans 3 matchs d'affilée de LDC. Que dire sur lui? On a commencé à pas mal l'évoquer sur les précédentes émissions. Vous le savez que ça a été mon coup de cœur du bulletin de mois de novembre sur hors-jeu en termes de découverte. Je pensais pas qu'il pourrait être aussi important, aussi fort tôt dans une telle équipe comme le Bayern. On sait que il y a eu des jeunes qui ont eu du temps de jeu, des opportunités comme Pavlovic, comme Alphonso Davies quand il est venu du Canada, même Kimmich joue très très jeune un peu plus loin. Mais Lennart Karl, il a eu un petit concours de circonstances où tu te dis que y a Moussiala qui est blessé, t'as Jackson qui est arrivé, c'est plus pour la profondeur de banc, t'as Gnabry qui est là, mais là pour le coup t'as Luis Diaz qui a cette suspension. Et franchement, le niveau que ce gamin affiche, mais surtout comme je l'ai dit en tweet, ce qui me plaît chez lui déjà, c'est qu'il marque dans tellement de positions différentes quoi. Il a la puissance de frappe et le tir hors de la surface d'un joueur allemand classique auquel on s'attend. Il a les gènes de Thorsten Frings. Dans la surface, il combine très très bien. Il est malin dans ses déplacements, un peu comme Thomas Müller. Il peut marquer en force dans un angle difficile à la Harry Kane. Il sait bien se placer. Il peut marquer des buts un peu collectifs, un peu plus aller chercher l'exploit individuel. Et surtout, il est plein d'audace. Il prend ses responsabilités. C'est ça qui me plaît chez un jeune joueur. Dans une équipe comme ça où on sait que la pression, elle peut être maximale, lui c'est comme s'il était dans ce Bayern là qui a une belle machine, et ça je pense c'est très très bien pour un jeune comme ça qui arrive, qui performe, d'être dans un Bayern qui tourne bien, qui a qu'une seule défaite cette saison contre Arsenal. Et non, il a tout compris à ce que voulait compagnie, et tu vois l'accolade quand il sort, c'est pas hasard. Et même le premier but qu'il marque, il est bien placé, enfin il surgit après la mauvaise relance de la défense du Sporting. Là le but qu'il met, pareil hein, moi je suis bluffé, et quand je vous le dis, j'avais l'impression qu'il a déjà été sélectionné dans l'équipe allemande tellement c'est fort, c'est bluffant. Il n'a pas encore eu sa convocation par Nagelsmann, mais ça c'est tout droit vers la Coupe du Monde 2026. Et c'est le genre de jeune qui est hyper enthousiasmant. On découvre un diamant brut, et finalement on se demande toujours jusqu'où il peut aller. Quel est le plafond de verre de ce gamin? Quelles sont ses limites? Personne ne peut y répondre. C'est un joueur qui est capable d'être un des nouveaux génies du foot, parce que sur ce qui monte, il y a déjà beaucoup de choses. Alors certains vont dire, oh, ça s'enflamme et tout, mais t'imagines, allemand, 17 ans, au Bayern, un temps de jeu déjà sympa. Oui, ça se trouve, on aura, d'ici 10 ans, tous nos gamins auront des maillots floqués Lennart Karl. Ça peut être le héros d'une génération, je sais pas. Je pense qu'il y aura toujours Yamal, tu auras toujours Doué, Estevao, tu auras des joueurs comme ça. Mais voilà, numéro 42, comme a pu l'avoir Moussiala en son temps. Moi je suis juste estomaqué par ce qu'il réussit depuis son intégration, et bravo aux compagnies parce que c'est très malin en termes de répartition de temps de jeu, de communication. Lui-même a l'air d'être bien protégé. Oui, Yildiz, alors évidemment j'ai cité 3 on va dire U23 comme ça qui me sont venus à l'esprit, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres qui peuvent marquer les esprits. Rodrigo Mora, Mastantuono, Kenda, tout ça quoi. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on évoque les jeunes pépites, Madara pense à Ronny Rodelin, et ça c'est magnifique mon ami. Donc ouais, le Bayern, c'est vrai comme tu le dis, qui aurait pu faire la différence en première période, qui n'a pas été récompensé, mais non, moi j'aime bien finalement de voir aussi ce type d'équipe un petit peu dans la, je vais pas dire la douleur, l'adversité,
mais tu vois, prendre un but, alors, c'est pas forcément mérité que le Sporting ouvre le score, mais comment ils réagissent, et en fait, ils ont continué à jouer leur jeu, et au bout d'un moment, ça allait venir, quoi. Et tu fais bien, Steph, de le dire, sinon, mention attaque, qui est trop fort cette saison, je pensais pas qu'elle allait être aussi bon. En vrai, Jonathan Tah à 2 millions d'euros pour la profondeur de banc. Quand t'es le Bayern, je trouvais pas ça bête comme idée. Pour être titulaire, j'étais plus sceptique. Et comme toi, je pense qu'il est en train de mettre pas mal de monde d'accord. Et notamment son match au parc, qui est pour moi un point de bascule. Parce que Jonathan Tah, qui connaît bien la Bundesliga, qui est dominant en championnat, ok. Mais un grand rendez-vous européen, c'est aussi un bon révélateur. Et son duo avec Upamecano contre le PSG a été excellent. Et là, Jonathan Tah, ouais, c'est un titulaire indiscutable. Il est passé devant Kim, bon, bah, Ito, d'autres joueurs comme ça qui sont pas forcément revenus à 100%. Et ouais, Jonathan Tah, chapeau, parce que pour le coup, lui, ça lui donne un peu plus peut-être de sérénité, de crédibilité pour la sélection allemande. Mais ouais, ce Bayern, bah, c'est difficile de pas aimer cette équipe, hein. Franchement, quand tu vois les noms, quand tu vois les performances, quand tu vois le jeu, quand tu vois compagnie, après, voilà, fallait avoir la vision dès le mois d'août et annoncer ça en vainqueur de LDC. On est content d'avoir fait cette prédiction. Après, beaucoup disent, et c'est vrai, hein, faut pas être la meilleure équipe en novembre-décembre, mais plutôt celle du mois de mai. Après, bon, bah, ce Bayern a moins des blessures, je vois pas trop ce qu'il peut faire derrière la machine. Sur un match, ils sont prenables, on l'a vu contre Arsenal, mais s'ils ont tout le monde à 100%, avec Luis Diaz, avec le retour de Moussiala, d'ailleurs, Alphonso Davies a fait son retour après 9 mois d'absence, ça c'est quand même une nouvelle qui fait grandement plaisir. Bah écoutez, on va terminer là-dessus, en sachant évidemment qu'on a des petits matchs demain. Le programme de demain, Karabag-Ajax pardon, et Leverkusen, non, je refais. Villarreal-Copenhague et Karabag-Ajax à 18h45. Évidemment, tous à bas coût pour voir un petit peu ce parcours de l'Ajax qui nous fait tant rêver. 21h, Leverkusen-Newcastle, Real Madrid-City, Benfica-Naples, Club Brugge-Arsenal, Bilbao PSG, Juve Paphos et Dortmund Bodo Glimt. Ça envoie, hein, franchement, la soirée de demain, elle va être très sympa parce que t'as le Bilbao PSG, t'as le gros choc Real City avec toute la tension autour de ce match. T'as même des matchs un peu intermédiaires comme Leverkusen Newcastle sur le papier, ça peut être ça peut être très spectaculaire, ça peut terminer à 4-4, tu vois, par exemple. Et t'en as d'autres où ça va plus être l'odeur du sang, hein, nos amis d'Amsterdam. On va voir ce qui se passe à ce moment. Voilà. Oui, mon ami la bête, on a parlé de l'OM. Pour ceux qui voudraient revoir tout ça, ce sera disponible en replay. Il y a une image évidemment que j'ai oublié de vous montrer. Et désolé, en fait, j'étais pris dans le débrief, mais évidemment, on n'a pas évoqué ce qui s'est passé au niveau du hors-jeu du talon de McAllister, qui est quand même une des actions, enfin une des images, quoi. On regarde ça vite fait, mais est-ce que vous voyez le tout petit pixel, quoi? Parce que là, c'est vraiment, faut le prendre. Là, c'est vraiment au niveau du talent, c'est pas un petit truc sur votre écran. C'est là où ça se joue, parce que là, t'as le bras qui le met, mais on sait que le bras, ça compte pas. Et là, t'as vraiment ce micro, j'ai rarement vu ça, quoi. Un nanomètre, un micromètre qui le met hors jeu, quoi. Ça m'a fait sourire. Et là, tu vois aussi également, imagine, c'est ça, quoi. C'est en bas où il se fait avoir, alors que moi-même, visuellement, après, c'est vrai qu'avec le bras, tu peux être un petit peu abusé, mais j'étais sûr qu'il était en jeu. Et quand ça joue à ça, c'est fou, quoi. Scipion, imagine, c'est Bordeaux qui prend cet hors-jeu là. Alors déjà, nous, avant qu'on retrouve des matchs où il y a la VAR, faut qu'on soit en finale de Coupe de France, donc ça arrivera pas de sitôt en championnat, faut qu'on continue à cravacher, donc pour moi, c'est plus mon combat. Après, on le redit encore une fois, les amis, l'OM a vécu des trucs d'arbitrage cette saison un peu lunaire en Ligue des Champions, le Real, l'Atalanta, donc là, si la frame n'est pas bonne, bon, bah écoutez, ça leur a profité, ça peut aussi leur arriver, ils peuvent en bénéficier. Mais c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer cette image qui est quand même assez rigolote, quoi. Ouais, franchement, le petit bout de talon, j'ai rarement vu un tel niveau de détail de millimètres, quoi. Comme je vous disais, merci beaucoup les amis, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve demain soir. Ouais, demain soir, exactement, pour un nouveau débrief Ligue des Champions. Je sais qu'il y en a un avec hors-jeu également. On vous tiendra au courant. Est-ce que c'est demain soir? Est-ce que c'est demain après-midi? On n'a pas encore... jeudi midi. On n'a pas encore la certitude. On communiquera sur les réseaux. Merci à vous les boss de m'avoir suivi. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker sur YouTube. Pour la team podcast dédicace, on est toujours là. 10h. Apple et Spotify. Et moi, je vous dis à très très vite. Donc, quand on dit à très très vite, c'est tout simplement demain. On enchaîne dans cette séquence Ligue des Champions. Salut les boss, à très vite.